Alors, quelle issue, quel avenir, quel risque pour les civils, quelle complexité pour l'armée israélienne, quelle défense pour le Hamas? Ce sont toutes ces questions que nous avons envie de poser à nos premiers experts sur le plateau de votre émission. Nous sommes ravis d'accueillir le général Dominique Delors. Bonsoir, monsieur. Ancien chef du centre opérationnel interarmé, vous avez servi et commandé sur de nombreux terrains et vous signez 2030, le retour de la guerre aux éditions Le Sémaphore. Vous étiez un petit peu en avance ou en retard dans votre titre, mais en tout C'est que cas, ça va revenir, hein, ça malheureusement. va revenir, ça va continuer. Et puis Younes Belfella, bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Paris 8. Vous dirigez aussi le MedFocus. C'est un centre de réflexion spécialiste du Moyen-Orient. On a vu ces images tournées par l'armée israélienne. Je me tourne d'abord vers vous, général. Des chars qui entrent dans Gaza. Comment mener cette bataille avec le risque de guérilla? C'est un cas d'école presque pour les spécialistes de la guerre. Une armée traditionnelle qui rentre dans un territoire où l'adversaire le maîtrise et a même ces fameux Oui, tunnels. je dirais même que c'est le cas le plus difficile, parce que c'est une zone construite, une grande ville quand même, hein, Gaza. C'est Gaza Nord, c'est une grande ville. Hein. Et puis, il y a cette population qui est présente, en partie, mais qui est encore là, pour plusieurs centaines de milliers. Et il y a tous les combattants du Hamas, qui sont les terroristes du 7 octobre. Alors, et en plus, pour les soldats de Sahel qui progressent, ils savent que quelque part, dans des tunnels, dans des caches, il y a vraisemblablement la totalité des 220 ou des 240 otages. C'est le pire scénario pour vous? C'est un des pires C'est scénarios le pire possibles? scénario parce que vous avez, vous avez pour le soldat, alors je parle, pour le soldat, la situation la plus grave parce que vous avez face à vous des gens qui ne cherchent pas trop à s'identifier, qui sont souvent en tenue civile, qui sont proches d'autres civils, qui vous tirent dessus, qui vous tirent pas dessus, qui vous laissent approcher et vous tirent dessus. Donc ce n'est pas évident. Donc il y a cette tentation de tirer un peu a priori, ce qui peut arriver. Donc des pertes supplémentaires. Et puis il y a évidemment le fait de pouvoir passer au-dessus d'une zone où se trouvent peut-être des otages sans les voir et peut-être qu'ils vont être détruits. Donc c'est une situation, la situation un peu pénible. C'est vraiment une sale guerre. C'est une sale guerre qu'ils doivent mener s'ils veulent supprimer tous les gens du Hamas qui sont manifestement la cause originelle de toute cette guerre. Donc ils ont à progresser. Alors cette progression, elle est faite avec des moyens modernes. Il y a évidemment les chars dont on parle beaucoup, l'artillerie, les avions, les hélicoptères. Mais il y a aussi le fantassin qui est amené à progresser. Alors il a des protections et puis il est aidé par de la technologie un peu, des drones. Mais enfin, une fois qu'on arrive dans des bâtiments détruits, il faut rentrer d'une case à l'autre et c'est là où les risques sont les plus grands, surtout qu'en face d'eux, ils ont des gens qui sont totalement déterminés et qui savent que globalement, ils vont essayer de tuer des soldats de Tsahal avant d'être eux-mêmes tués à un moment ou à un autre. Mais est-ce qu'on peut imaginer, et à juste titre général, qu'avant de se lancer dans ce genre d'opération, vous disiez les moyens technologiques, mais il y a eu un repérage, ils ont tous les informations ou le commandement qui dirige ces bataillons a toutes les informations Alors les possibles sur informations, à la fois les lieux probables des otages, bien sûr, le maillage des tunnels, les QG du Hamas qui seraient encore actifs? non, malheureusement, ils n'ont pas tout. Ils n'ont pas tout parce que c'est extrêmement complexe. On parle de plusieurs centaines de kilomètres de tunnels. Donc, ils ont sans doute repéré un certain nombre de zones d'accès ou de sortie, peut-être quelques idées sur les tunnels de tel ou tel endroit. Ils ont évidemment les moyens technologiques pour repérer les quelques communications qu'il peut y avoir entre les responsables du Hamas, de façon à les situer, les identifier. Alors, ils disposent de moyens technologiques les plus avancés, mais évidemment, les responsables du Hamas savent que en face d'eux, ils ont des gens qui ont des moyens technologiques pour identifier et localiser, voire décrypter également leur conversation. Donc, c'est à la fois une guerre sur le terrain, mais aussi une guerre technologique. C'est quand même principalement une guerre de chair et de sang. Hein. Plus que la technologie est là en appoint, mais elle n'est pas déterminante. C'est pas une guerre presse-bouton.
c'est une guerre où il faut avancer derrière le mur. Et avancer derrière le mur, on peut peut-être utiliser quelques petits drones pour aller voir, pour Mais après, ne il faut pas s'y avoir de surprise. confronter. Mais après, on se retrouve très, très proche de son adversaire. C'est le combat en zone urbaine est évidemment le plus difficile à mener, parce qu'on ne peut pas disposer pour le soldat de la puissance de ses moyens de chars, de lance-roquettes et autres. On ne peut pas, quand on est trop proche de son adversaire, il faut terminer, si j'ose dire, les Les yeux armes à dans la main. les yeux. Ouais. Et juste une petite question avant évidemment de vous donner la parole, monsieur, parce que votre regard est précieux aussi. Mais on peut aussi avoir l'impression, en tout cas moi, c'est celle que j'ai eue en regardant ces images, c'est que depuis le 11 septembre, depuis l'intervention en Irak, depuis l'Afghanistan, on a à espace régulier ces armées occidentales qui arrivent avec leurs chars dans des zones dangereuses, qui sont dangereuses, en tout cas qui sont maîtrisées par les combattants locaux, avec toujours l'impression d'être le plus fort, mais de finir par se retrouver piégé, parce qu'on sait, c'est ce que je voulais vous faire dire au départ, qu'une armée régulière gagne très rarement dans une situation de guérilla, qu'elle ne maîtrise pas le terrain, qu'elle est vulnérable, comme vous le disiez, qu'elle est trop grosse, que c'est des ruelles. Vous savez, dans cette guerre où il y a derrière, évidemment, on n'a pas un État. Même s'il y a une organisation du Hamas, il n'y a pas d'État. Donc, ce n'est pas une guerre d'État à État où, à un moment ou à un autre, on peut discuter. On peut dire que, bon, on est vainqueur pour partie ou perdant pour une autre. Là, on est face à des gens qui ont une idéologie destructrice, puisque ça figure dans leurs documents, et que donc c'est très difficile. Alors, qu'est-ce qu'on peut gagner? Évidemment, on peut... si je veux dire, neutraliser, pour ne pas dire éradiquer son adversaire, mais surtout on gagne du temps. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la campagne de Tsahal au Liban Sud, face au Hezbollah, en 2006, n'a pas été un franc succès militaire, mais néanmoins, vous voyez qu'à cette date, du début novembre, Hezbollah n'est pas tenté de grandes actions contre Israël. Donc ça veut dire qu'entre 2006 et 2023, vous avez déjà un temps pendant lequel Hezbollah n'est plus jamais revenu en force. Globalement, si on regarde de manière un peu plus en historien, que je ne suis pas, mais que j'apprécie beaucoup l'histoire, ce qu'on peut noter, c'est que, si vous voulez, les traités ont toujours une durée de vie quand les rapports de force se modifient profondément. On le voit dans notre histoire en Europe, on le voit dans l'histoire du monde. Donc, au Proche-Orient, malheureusement, le système est beaucoup plus rapide et les affrontements beaucoup plus nombreux. C'est pour ça qu'on en arrive à avoir ce grave affrontement à Gaza. Younes Belfella, quand je dis armée régulière en prise à ce qui va être une guérilla, c'est une analyse qui est juste pour vous? Je confirme le fait qu'on n'est pas sur une guerre conventionnelle. On est sur une guerre hybride et asymétrique entre une armée organisée, équipée, même technologiquement très très équipée, parce qu'on voit même des techniques de l'intelligence artificielle utilisées par l'armée israélienne, face à un groupe terroriste qui a Comme quoi, pardon, mais vous pouvez l'illustrer comment? Oui, il y a des drones, il y a des moyens de renseignement même qui sont utilisés par les Israéliens pour, bien évidemment, c'était toujours l'objectif pour Israël de créer une armée qui est capable de faire une dissuasion régionale. Pas seulement par rapport à la question palestinienne, parce qu'il faut savoir quand même qu'on est face quand même à une guerre téléguidée par l'Iran. Et le Hamas, c'est un groupe terroriste qui est un proxy de l'Iran dans la région. Son armement vient de l'Iran principalement. Ça reste quand même de l'armement très très tactique, des missiles avec quelques drones, mais c'est l'infrastructure de Hamas qui est extrêmement forte. Ça veut dire les tunnels, la capacité de faire cacher l'armement et bien évidemment la mobilisation de son état-major. Alors, Maintenant, pardon, oui. je rebondis, excusez-moi si je vous interromps, mais les tunnels, on en a beaucoup parlé, là, c'est un point fort du Hamas contre Tsahal qui permet de circuler, qui permet de faire pression avec les otages, qui permet peut-être de se ravitailler. Oui, clairement. Et après, j'ajouterais peut-être que quand même le fait je dirais, d'envahir la ville de Gaza City, c'était pas un grand exploit parce que 70% de la population, elle était déjà évacuée. Mais le dur, c'est après. C'est la partie sud, là où vous avez quand même, ça sera une guerre urbaine. Voilà, clairement. Des régions qui sont extrêmement compliquées, comme Khan Younes, comme Rafah, comme le Brejat, comme Der el-Balah, qui sont des régions... Parce que c'est imbriqué. C'est imbriqué, beaucoup de population, l'utilisation peut-être des boucliers humains, c'est extrêmement fort, et ça demanderait pas seulement un effort militaire,
mais ça demanderait un effort très très fort au niveau du renseignement. Et je crois que c'est une guerre de renseignement par excellence pour la partie israélienne. Sans savoir que, bien évidemment, parmi les cibles de l'armée israélienne, ce seront les dirigeants de l'état-major. Elle a nommé déjà un certain Yahya Sanwar, qui était le président de l'état-major, avec d'autres membres, comme étant les cibles. Maintenant, je dirais, pour parler un petit peu politique, pas seulement militaire, mais est-ce qu'Israël va réussir à éradiquer le Hamas? La réponse est non. C'est ce que Militairement, disait, oui. un C'est-à-dire ancien on peut ministre des aller, Affaires bien étrangères évidemment, récemment. maximum sur ça, mais les dirigeants politiques du Hamas, déjà, ne sont pas sur la bande de Gaza. Ils sont au Qatar. Ils sont au Qatar. Son financement, son armement vient de l'Iran. Et ce qui se passe actuellement fait servir le Hamas d'une façon indirecte parce qu'elle gagne sur le terrain un soutien de la population. Elle devient le leadership avec un monopole de la question de la cause palestinienne, pas seulement dans la Cisjordanie ou dans l'embouchure de Gaza, mais même dans le monde arabe. Et troisièmement, et c'est ça le plus dur, c'est qu'on risque d'avoir un embrasement. Les gens ou les analystes qui disent que, bon voilà, le dirigeant du Hezbollah, il a dit qu'il ne va pas rentrer dans cette guerre. Oui, Hassan Nasrallah, qu'on a entendu ce week-end. Mais si vous voyez jusqu'aujourd'hui, en fait, il y a déjà des morts libanais dans cette guerre. Donc, en fait, c'est pas comme le 19e siècle, là où la guerre, elle se déclare d'une façon directe par le dirigeant politique, mais là, on glisse vers la guerre. Ça veut dire que le risque d'embrasement, c'est-à-dire en Cisjordanie ou même dans le front nord avec le Hezbollah, il est extrêmement élevé. Et jusqu'aujourd'hui, après plus qu'un mois de cette guerre, je ne vois pas de perspective politique significative qui peut aller vers une solution politique. Alors, je vois actuellement, on parle plutôt armée qu'autre chose. On va remettre le focus, si vous le permettez, sur la situation. On a essayé de faire le point d'abord militaire avec vous sur ce choc, vous disiez asymétrique et vous aussi, général. Je rappelle quelques chiffres, 10 300 personnes, en majorité des civils, tués avant cette entrée dans Gaza par les frappes de Tsahal, dont 4 237 enfants. Et aujourd'hui, un membre d'une structure de l'ONU dans les territoires palestinien a apporté ces précisions toujours terribles sur la situation des civils qui sont encore sur place. On l'écoute et nos invités réagissent juste après. Ce que nous avons vu au cours du mois dernier, c'est bien plus qu'une crise humanitaire. C'est une catastrophe. Et nous sommes profondément préoccupés par le sort de plus d'1 million de femmes et de petites filles à Gaza. Actuellement, 50 000 femmes sont enceintes. Il y a plus de 180 naissances chaque jour, ce qui signifie qu'au cours du mois dernier, plus de 5 000 bébés sont nés à Gaza. Général, est-ce qu'on se pose la question? On imagine que oui, mais quand on en est à 10 300 civils tués... Oui, ça, ce sont les chiffres annoncés quand même par le ministère de la Santé du Hamas. Mais est-ce qu'on sait que là, les militaires obéissent aux... politique, c'est la loi des États. Alors tout d'abord, mais est-ce qu'on réfléchit? Est-ce que vous vous dites, simplement, est-ce que vous vous dites c'est trop? Est-ce que vous dites est-ce que tout ça pour ça, sans doute pas de solution politique, en tout cas d'écrasement définitif du Hamas? Est-ce que vous dites franchement le coût civil, humain est trop élevé par rapport à l'opération militaire? Vous savez, nous sommes à Paris, nous sommes sur un plateau. Si j'étais un général israélien, je vous répondrais non. Il faut continuer. Même si, vraisemblablement, j'aurais des amis qui auraient été pris comme otages. Donc, tout dépend où on se place, si vous voulez. Les autorités politiques israéliennes et les chefs militaires israéliens sont bien dans la suite de ce qui s'est passé le 7 octobre. Oui, pourquoi vous diriez on continue? Est-ce que même un général peut pas se dire humainement, c'est trop, c'est trop fort sur des civils, sachant qu'on tombe dans le piège du Hamas? C'est évident qu'on est dans une guerre sale. D'abord, je ne crois pas beaucoup à des guerres propres. Je ne sais pas où il y en a exactement. Donc, on est manifestement dans une guerre sale. Ça, c'est certain. Par contre, s'arrêter pour que ça recommence après-demain ou demain, ce n'est pas non plus une solution idéale. S'arrêter alors qu'on a encore 240 otages, je ne pense pas qu'ils l'admettent. Donc, si vous voulez, en tant que nous, les Français, nous avons connu des problèmes un peu comparables. Nous n'avons pas réglé tout à fait de la même façon, d'ailleurs, ne serait-ce que la bataille d'Alger, par exemple, où il y a eu des atrocités qui ont été commises, mais sans bombardement de ce type, quelque chose de comparable.
Mais nous avons connu cette interrogation de savoir comment chercher des groupes terroristes qui sont émergés dans une population qui leur est pour partie favorable. Donc ce n'est pas quelque chose que nous n'avons pas connu. Heureusement, il y a maintenant longtemps. Ceci dit, pour ce qui est des Israéliens qui le connaissent maintenant, puisque vous me posez cette question-là, le rapport entre la mission de Tsahal et la protection du peuple israélien. Donc les autorités politiques légitimes, parce qu'il y a Netanyahou, bien sûr, qui en est le Premier ministre, mais maintenant ils sont en cabinet de guerre, un cabinet de guerre qui regroupe les différentes oppositions, dont 2 chefs de parti qui sont aussi 2 anciens chefs d'état-major de Tsahal. Donc ce n'est pas simplement le Premier ministre qui prend ces décisions. Donc il y a une légitimité dans l'action. Ça n'enlève rien au côté catastrophique, au grand malheur de ces populations palestiniennes qui, évidemment, souffrent de manière énorme. Alors, après, vous savez, je pense que les aviateurs américains et britanniques ont bombardé, y compris les villes françaises avant le débarquement. Je vous rappelle qu'il y a eu 70 000 morts. On en parlait en préparant cette émission. 70 000 morts de Français, par des bombardements britanniques. Mais c'était une guerre mondiale. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait se demander est-ce qu'on est dans une guerre mondiale aujourd'hui ? C'était pour obtenir un objectif, permettre un grand débarquement en Normandie. Donc, je ne pense pas, ou même ceux qui allaient bombarder Dresde en avril 1945, ce n'était pas non plus, si j'ose dire, forcément, ou ceux qui ont largué la bombe atomique. Ce problème éthique, vous avez raison de le souligner, il est très présent dans la tête de responsables militaires, peut-être pas tous, mais de beaucoup. Mais c'est bien de vous l'entendre dire. Je voulais tirer un autre fil qui est évidemment au cœur de toutes les interrogations. C'est une fois, si jamais Israël, ses chars arrivent à, pour un certain temps, tenir la bande de Gaza, Benjamin Netanyahou a fait bondir même son allié américain hier soir en disant qu'il allait installer une autorité transitoire. Les Américains lui disent qu'il ne faut surtout pas revenir à Gaza. Qu'est-ce qui peut se passer ? Est-ce qu'effectivement on peut éviter le fait que l'armée israélienne, si elle est victorieuse, ne reste quelque temps avec ses chars, ses militaires pour administrer le territoire ? Militairement, Israël va gagner. Mais politiquement, elle risque de perdre énormément, parce que déjà, l'opinion publique internationale risque de se retourner contre Israël. Deuxièmement, vous avez un certain Benjamin Netanyahou qui a des enjeux politiques et qui sait parfaitement qu'après cette guerre, il y aura une crise politique en Israël pour rendre des comptes par rapport à ce qui s'était passé. Et donc, il essaie d'une manière ou d'une autre de faire entrer les Américains dans ce jeu de guerre actuellement. Et je crois que la politique, même les déclarations de Biden et de Blinken, passent vers le fait qu'il faut faire du contrôle sur Benjamin Netanyahou et rationaliser en quelque sorte ce conflit actuellement. Maintenant, quand vous posez la question sur l'avenir du Gaza après le Hamas, c'est ça. Est-ce que ça sera un prétoctorat ? Est-ce que ça sera dirigé par les Nations Unies, qui sont déjà là avec le Noir ? Est-ce qu'on peut redonner les rênes à l'autorité palestinienne ? Peut-être même l'Égypte ou la Jordanie. Ce sont des scénarios qui sont plausibles, qui sont Mais avant ça, monsieur, est-ce que l'armée israélienne va rester, à votre avis ? Est-ce qu'avant cette solution plus lointaine, est-ce qu'en attendant, et ça sera effectivement très sensible, on va avoir des chars israéliens qui vont rester pendant un mois, 2 mois, 6 mois ? La réponse, ça sera plutôt en interne d'Israël, parce que cette guerre, si elle dure, ça va être une guerre d'usure pour Israël, ça va être une guerre coûteuse, appeler les réservistes, mobiliser de l'armement. Je vous invite quand même, il y a un chiffre qui a été publié par le Centre israélien de la politique économique qui dit que Israël perd 26% de son PIB quand il s'agit d'une guerre comme ce qu'on voit aujourd'hui. Sans parler bien évidemment de ce risque d'embrasement qui peut bien évidemment alimenter d'autres conflits avec la présence de l'Iran, la Russie et la Chine qui alimentent cette fracture entre l'Occident et entre ce qu'on appelle médiatiquement le Sud global dans le Moyen-Orient. J'ajouterais peut-être un élément, permettez-moi, par rapport à la question que vous avez évoquée sur le Hamas et ce genre de groupe terroriste. Si on étudie tous les groupes terroristes dans le monde entier, jamais une guerre avec la France brute n'a gagné du terrorisme. Toujours, c'était soit un processus politique ou bien une pertinence très forte des services de renseignement. Même en Europe, on a ce cas-là, parce que je fais rappel peut-être avec le mouvement État basque en Espagne ou ce qu'on appelait l'armée rouge républicaine en Irlande. C'était à la fin
un processus politique ou bien une infiltration des services de renseignement qui permet de finir avec ce genre de groupe terroriste. Les Américains l'ont bien compris. C'est pour ça que Biden il a fait le rappel quand il a parlé de l'échec en Irak et en Afghanistan. Parce qu'il sait parfaitement qu'à certains moments, les deux parties, les Palestiniens et les Israéliens, seront obligés à négocier et aller vers une dynamique de processus politique. Maintenant, ce qui manque aujourd'hui, c'est effectivement ça. C'est qu'il n'y a aucune puissance au niveau mondial, y compris les Américains, qui n'arrive aujourd'hui à proposer un plan de paix, à proposer déjà un cessez-le-feu. Imaginez qu'il y ait seulement 2 dirigeants dans le monde qui ont parlé de cessez-le-feu. Le pape François et le secrétaire général des Nations Unies. Et les deux n'ont pas de pouvoir par rapport à cette question-là. Et le G20 disait encore ce week-end... pas de cessez-le-feu, mais des pauses et des trêves humanitaires. Des trêves humanitaires qui peuvent bien évidemment être une première étape par la suite pour peut-être un dialogue. Parce que c'est ça ce qu'on risque, c'est que si cette guerre, elle dure, c'est qu'il y aura des changements de position politique. S'il y aura des changements même pour les accords d'Abraham pour Israël. Vous imaginez, quand l'Égypte a refusé le déplacement de la population du Gaza vers le Sahara du Sinaï, le président égyptien, il a dit, on ne veut pas avoir des guerres avec Israël par la suite. Et clairement, cette situation de déplacement de la population ou même de cette autorité palestinienne qui est en état de mort cérébrale parce qu'on n'arrive pas à avoir une succession de cette autorité palestinienne, ça peut vraiment engendrer une crise en interne d'Israël qui peut avoir des effets avec tous les pays de la région. Et pour répondre plus précisément à votre question sur le maintien des forces de Tsahal, je pense que ça va durer assez longtemps. Pourquoi ? Parce qu'il y a à peu près 500 ou 700 kilomètres de tunnels sous Gaza Nord. Et donc, tant que tout ça n'aura pas été exploré, vidé, détruit, ça va prendre du temps. Donc, on n'est pas sorti de la présence de Tsahal à Gaza Nord. Et une fois que Tsahal se retirera, la ville de Gaza sera vraiment en très, très mauvais état, vraisemblablement. Donc, comment les populations pourraient revenir facilement dedans ? Ça, c'est vraiment une grande interrogation. Et vous êtes... Ça va, juste excusez-moi, tout ce qui se passe aujourd'hui, ça me laisse vraiment très, très pessimiste par rapport à la question des otages, qui est une question très importante. Et qui est forcément prise en compte aussi par les militaires. Parce que ça, franchement, le fait de faire une guerre urbaine comme ça, je crois que c'est la décision de faire le deuil des otages. Général, d'un mot, s'il vous plaît, pour rebondir sur ce que disait monsieur, est-ce que jusqu'où il ne faut pas aller trop loin pour pas tuer ce possible dialogue dans l'œuf? Est-ce qu'à un moment donné, les militaires ne doivent pas se dire s'ils ont une marge de manœuvre, là on arrête parce qu'on ne pourra plus jamais dialoguer avant longtemps? Je pense qu'ils auraient un appel disant de la libération des otages. Ça serait un grand mouvement vers une pause humanitaire, voire un éventuel cessez-le-feu. C'est quand même pas très compliqué de prendre un portable et de faire un certain numéro pour dire, écoutez, voilà, les otages vont sortir à tel endroit, à tel moment, à tel jour. Et à ce moment-là, je pense, c'est ce qui est dit, mais ce qui est assez... Vous savez, quand... Je suis triste de prendre une comparaison comme le braquage de banque, mais avec des otages à l'intérieur, mais c'est exactement ce qui se passe. Quand on veut arriver à une solution, eh bien, on commence par libérer ces otages. Donc, en contrepartie de quelque chose, bien sûr. Et d'ailleurs, ce sera à suivre, mais nos confrères de l'AFP disaient qu'il y avait des contacts au Qatar. En tout cas, il y avait une discussion en ce moment autour des otages. Et ces fameux chefs du Hamas sont peut-être... qui sait aussi à la manœuvre en ce moment, en tout cas. C'est une carte de pression pour le Hamas extrêmement forte, on le sait clairement, et il est utilisé depuis le 7 octobre. Merci, c'était passionnant de vous écouter tous les deux, Younes Belfella et Général Dominique Delors.